Bonjour à tous et bienvenue sur les échantillons probabilistes. En statistique, nous voulons connaître les caractéristiques d'un groupe d'individus. Alors, ces caractéristiques peuvent être des pourcentages, des taux, des moyennes ou encore des médianes. Par exemple, il est très courant de vouloir connaître les caractéristiques suivantes. Le pourcentage de chômeurs en France, le taux d'inflation, le taux de criminalité, le taux de conversion sur un site web, c'est-à-dire le pourcentage de visiteurs d'un site web qui effectuent un achat, le pourcentage de clients satisfaits d'un produit, le taux de désabonnement dans un service de streaming vidéo, ou encore le taux de clic dans une campagne publicitaire en ligne. Dans certains cas, nous connaissons parfaitement le groupe d'individus. Par exemple, si vous voulez connaître le taux de désabonnement dans un service de streaming vidéo, ayant connaissance de tous les désabonnements, vous pouvez calculer le taux en faisant le nombre total de désabonnements sur le nombre total d'abonnements. Avec 1000 désabonnements dans un mois sur 50 000 abonnements, le taux de désabonnement par mois est de 2%, ce qui est énorme. Maintenant, si nous voulons connaître le pourcentage de clients satisfaits d'un produit, ça devient tout de suite bien plus compliqué. Imaginez que nous vendons des produits sur Internet et nous souhaitons évaluer la satisfaction de nos clients vis-à-vis de notre produit. Alors nous avons des millions d'utilisateurs. Nous n'allons pas demander l'avis à tous les clients. Ça serait extrêmement compliqué, long et très cher. Dans ce cas, nous allons prendre une portion des clients. Nous n'allons pas prendre tous les clients, mais juste quelques-uns et demander leur avis. Le groupe d'individus se nomme la population. C'est l'ensemble des individus dans une étude. Alors, d'une étude à une autre, la population est différente. Dans le cas avec le service de streaming vidéo, la population était le nombre total de désabonnements. Et dans le cas de la satisfaction des clients, ce sont les millions d'utilisateurs. Des fois, nous avons accès à la population, comme dans le cas du streaming vidéo, et des fois, nous n'avons pas accès à la population, comme dans le cas de la satisfaction des clients. Alors, quand vous ne pouvez pas avoir accès à la population, vous pouvez prendre une portion de la population, et cette portion se nomme l'échantillon. Le but est d'inférer les résultats, c'est-à-dire conclure à partir de l'échantillon sur la population. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Si nous prenons un échantillon de 1000 clients et qu'en moyenne les clients sont satisfaits sur une échelle de 8 sur 10, alors nous pouvons inférer ce résultat à la population et dire que les clients de la population sont satisfaits sur une échelle de 8 sur 10. Avec un échantillon, nous voulons estimer un paramètre. Un paramètre résume la caractéristique d'une population. Par exemple, ici, la satisfaction moyenne des clients. Mais comme nous n'avons pas accès à la population, nous ne pouvons pas calculer le paramètre, mais nous pouvons l'estimer à partir d'un échantillon. Avec un échantillon, l'estimation du paramètre varie. Car comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les valeurs varient d'un échantillon à un autre. Et la question que vous devez vous poser est comment savoir à quel point l'estimation du paramètre est précise.
Cela dépend de l'échantillonnage. Et vous allez voir que la meilleure méthode d'échantillonnage utilise les probabilités. L'importance de la sélection d'échantillons. L'idée préconçue selon laquelle, à l'ère du big data, les échantillons ne sont plus utiles est une idée fausse. Alors, il est vrai que nous récoltons constamment des données, mais cela n'atténue pas l'importance de créer des échantillons. Et je dirais même au contraire, l'utilisation d'échantillons n'a jamais été aussi cruciale. Même si nous pouvons avoir plus fréquemment accès à l'ensemble de la population, il reste toujours coûteux et complexe de réaliser des calculs sur l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous privilégions les échantillons. Il est plus simple et moins cher de les utiliser, que ce soit pour des analyses de données, entraîner ou évaluer un modèle de machine learning, ou encore effectuer des tests statistiques. Une deuxième idée préconçue est qu'avoir un échantillon de grande taille est plus important que la méthode d'échantillonnage elle-même. Encore une fois, cette idée est fausse. La méthode d'échantillonnage est bien plus importante que la taille de l'échantillon, même si celui-ci est de petite taille. L'exemple le plus connu en statistique est celui du sondage de Literary Digest en 1936. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes en 1936 et Franklin Roosevelt vient de terminer son premier mandat. Les États-Unis viennent à peine de sortir de la Grande Dépression de 1929, avec toujours 9 millions de chômeurs et le niveau de vie des Américains a fortement baissé. Roosevelt se retrouvait face à Alfred London lors de cette élection présidentielle. La plupart des observateurs étaient convaincus que Franklin Roosevelt allait remporter facilement l'élection. Mais le magazine Literary Digest a prédit la victoire de l'outsider Alfred London. Le magazine a prédit que Roosevelt devrait perdre avec 43% des voix. Cette prédiction se basait sur l'un des plus grands échantillons jamais rassemblés, comprenant tous les abonnés du magazine ainsi que des listes d'électeurs individuels, englobant plus de 10 millions de personnes au total. Parmi ces 10 millions de personnes, 2,4 millions ont répondu au sondage. Alors, il faut bien comprendre que le magazine était considéré comme un magazine très sérieux et ayant correctement prédit tous les résultats des élections présidentielles depuis 1916. Cependant, les résultats réels ont montré que Roosevelt l'a emporté avec 62% des voix. Alors, la question que vous devez vous poser est comment le magazine qui était aussi réputé et fiable a-t-il pu commettre une erreur avec un échantillon de 2,4 millions de personnes. Sachant qu'au même moment, George Gallup, un statisticien, a prédit la victoire de Roosevelt avec seulement 50 000 personnes sondées. Alors, bien que sa prédiction ait été légèrement différente, tablant sur une victoire à 56%, tandis que le résultat réel était de 62%, l'erreur était donc de 6 points de pourcentage. Pour comprendre où et comment le magazine s'est trompé, il est essentiel de se pencher sur la méthode de sélection de l'échantillon. Faisons un petit rappel. Pour sélectionner un échantillon qui soit représentatif de la population, il faut sélectionner les individus de manière aléatoire. Si dans ma sélection, j'ai tendance à systématiquement exclure un certain type de personnes, alors mon échantillon sera biaisé. Comme ici en ne sélectionnant que les femmes dans mon échantillon. Mon échantillon va produire des erreurs systémiques et ne sera pas représentatif de la population.
Alors, comment le magazine a choisi son échantillon? Le magazine a envoyé un questionnaire à 10 millions de personnes, englobant ses abonnés, des membres de clubs, et a pu les interroger grâce aux annuaires téléphoniques. Mais il faut remettre cette situation dans ce contexte. Avoir un téléphone en 1936 et être membre de club était plutôt pour les classes aisées de la population américaine. En sélectionnant ces personnes, le magazine excluait les classes moyennes et populaires, ce qui a créé un échantillon biaisé qui a tendance à systématiquement exclure les classes moyennes et populaires. Et en augmentant la taille de l'échantillon, cela ne résout pas le problème d'un échantillon biaisé. Au contraire, cela répète juste l'erreur à une plus grande échelle. Dès que vous avez votre échantillon, il faut mesurer l'opinion du sondé. Pour cela, il faut effectuer un questionnaire qui soit à la fois fiable et valide. Cependant, le questionnaire a été envoyé à 10 millions d'Américains. Et seulement 2,4 millions ont répondu. Ce qui crée un biais de non-réponse. C'est-à-dire les personnes qui ne répondent pas ont souvent un avis différent des autres. Donc l'échantillon de 2,4 millions de personnes ne représente pas les 10 millions de sondés et représente encore moins la population entière des votants. L'erreur commise par le magazine est dans la méthode d'échantillonnage, ce qui a créé un échantillon biaisé et dans le questionnaire avec un biais de non-réponse. A l'inverse, Gallup a prédit la victoire de Roosevelt en utilisant une méthode d'échantillonnage aléatoire. La méthode la plus efficace est l'échantillon aléatoire simple. Pour comprendre ce concept, prenons un exemple très simple. Dans une ville de 2000 habitants, où une élection municipale oppose deux candidats A et B, vous décidez de réaliser un sondage, en interrogeant un échantillon de 100 personnes pour déterminer le probable gagnant. Pour effectuer l'échantillonnage, vous écrivez tous les noms des habitants dans une boîte, avec 2000 tickets. Vous mélangez la boîte et vous piochez 100 tickets de manière aléatoire. Les tirages sont effectués sans remise. En sélectionnant un échantillon de cette manière, vous évitez tous les biais, car vous ne pouvez pas exclure une certaine catégorie de la population. Ce processus est appelé l'échantillon aléatoire simple, et c'est la méthode d'échantillonnage la plus simple et la plus efficace. À chaque tirage, tous les tickets ont les mêmes probabilités d'être piochés. Et la loi des grands nombres nous garantit que le pourcentage de personnes qui votent pour le candidat A ou B dans l'échantillon sera proche du pourcentage dans la population. Alors, le problème avec cette méthode, c'est qu'il faut avoir accès à la population. Et dans le cas d'élections présidentielles, nous n'avons pas accès à tous les votants. Cette méthode n'est donc pas faisable. Mais alors, comment Gallup a prédit la victoire de Roosevelt avec une méthode probabiliste? Il a utilisé une méthode similaire à celle de l'échantillon aléatoire simple, c'est l'échantillonnage en grappe à plusieurs étapes. Pour expliquer cette méthode d'échantillonnage, prenons le cas de la France. Alors, comment peut-on prédire les élections présidentielles? La première étape consiste à diviser le pays en morceaux, par exemple en régions, et sélectionner de manière aléatoire un échantillon de régions. C'est comme si nous avions une boîte avec les tickets de toutes les régions en France, c'est-à-dire 13 régions. Et nous piochons de manière aléatoire avec remise à partir de cette boîte. Et généralement, on ajoute des poids à chaque région.
pour tenir en compte des différences de taille de population entre les régions. Par exemple, la population de l'Île-de-France représente 18% de la population de la France. Sur 100 tickets, nous aurons 18 tickets Île-de-France. C'est-à-dire la probabilité de sélectionner la région Île-de-France est de 18%, et ainsi de suite pour les autres régions. Alors imaginons qu'à la première étape, nous avons sélectionné 1000 tickets. Nous passons à la deuxième étape. À l'intérieur de chaque région sélectionnée, nous divisons les régions en morceaux, par exemple en départements, et nous sélectionnons de manière aléatoire un échantillon de départements. C'est-à-dire que nous aurons 13 boîtes, une par région. Si à la première étape, nous avons 180 tickets avec écrit Île-de-France, nous sélectionnons 180 départements de manière aléatoire dans la région Île-de-France ou dans la boîte Île-de-France. Évidemment, toujours en ajoutant un poids à chaque département pour tenir en compte des différences de taille de population entre les départements. La population est plus grande à Paris, la probabilité sera aussi plus grande. Nous passons à la troisième étape. À l'intérieur de chaque département sélectionné, nous divisons les départements en communes ou en villes et sélectionnons de manière aléatoire un échantillon de communes ou de villes. Par exemple, nous pouvons découper Paris en arrondissements. Et nous faisons pareil pour chaque département, ce qui nous en fait beaucoup. Au total, nous avons 101 boîtes, une par département. Et nous passons à la quatrième étape. À l'intérieur de chaque commune ou ville sélectionnée, nous divisons la commune ou la ville en quartiers, afin de sonder les habitants. Par exemple, avec le premier arrondissement de Paris, je découpe l'arrondissement en 9 quartiers. Quand vous sondez un quartier, n'hésitez pas à sonder plusieurs personnes dans le même quartier pour recueillir davantage de données. Cela peut permettre d'obtenir une meilleure représentation des opinions. Mais attention, il faut toujours que la sélection soit aléatoire. Alors, dans la quatrième partie, nous avons beaucoup de boîtes. Si nous faisons un résumé, nous commençons par piocher 1000 tickets avec remise depuis la boîte des régions. Puis, pour chaque ticket obtenu, nous piochons depuis la boîte des départements. Dès que nous avons pioché depuis la boîte des départements, nous piochons dans chaque ville ou commune. Et nous finissons par chaque quartier. Mais là, vous devez vous dire que c'est un travail extrêmement long et compliqué à faire seul. Et vous avez raison, ce n'est pas un travail à faire seul. Mais une fois que vous avez créé votre échantillonnage en grappe à plusieurs étapes, vous l'avez à vie. C'est un travail à faire une seule fois qui vous sera utile des décennies. Pour la sélection de l'échantillon, vous n'allez évidemment pas le faire à la main, mais avec un langage de programmation comme Python, qui sera plus simple et rapide. Une fois l'échantillon obtenu, des enquêteurs peuvent contacter les sondés pour recueillir leurs opinions. Les résultats de ces enquêtes peuvent ensuite être utilisés pour faire des estimations et des prédictions sur les résultats électoraux à l'échelle nationale.
Alors, le problème de cette méthode, c'est le manque de variabilité dans les réponses. Les personnes interrogées dans le même quartier auront tendance à partager une opinion similaire. Et c'est de cette manière que Gallup a pu prédire la victoire de Roosevelt. Donc, pour sélectionner un échantillon, vous devez choisir une méthode probabiliste, c'est-à-dire choisir de manière aléatoire l'échantillon. Pour savoir si votre méthode est probabiliste, essayez de savoir si vous pouvez le modéliser avec une boîte et de piocher de manière aléatoire. Si oui, alors votre méthode est une méthode probabiliste. De nos jours, les sondages peuvent être réalisés par téléphone. Mais les personnes sont de moins en moins enclins à répondre aux appels inconnus, ce qui peut entraîner un taux de non-réponse élevé. L'autre méthode est d'utiliser les mails, ce qui permet de sonder un grand nombre de personnes rapidement et facilement. Mais les sondages par mail peuvent être aussi confrontés à des problèmes de taux de réponse faibles. Il existe aussi la combinaison des deux méthodes pour toucher plus de monde. Il existe des cas particuliers où les échantillons ne sont pas probabilistes. Typiquement, les notes que les utilisateurs donnent à des restaurants, hôtels, taxis, etc. Ces notes sont sujets à des biais, car ce sont les clients eux-mêmes qui prennent l'initiative de noter la personne. Et généralement, les personnes qui notent sont motivées par deux événements. Soit le service était d'une excellente qualité, les utilisateurs ont passé un excellent moment, soit le service était d'une qualité médiocre. Les utilisateurs ont passé un très mauvais moment. Donc, nous avons soit de très bonnes notes, soit de très mauvaises notes. Et il est compliqué de juger une entreprise à l'aide des avis. Mais les avis sont très fiables pour comparer un établissement à un autre, vu qu'ils sont basés sur la même mesure. Alors, il ne faut pas oublier en statistique, nous travaillons qu'avec un seul échantillon, et que les valeurs varient d'un échantillon à un autre. Si dans un échantillon 50% votent pour le candidat A, et prenez un autre échantillon, et vous aurez peut-être 49% ou 51%. Le pourcentage dans l'échantillon est égal au pourcentage dans la population plus l'erreur aléatoire. Et nous pouvons estimer cette erreur aléatoire avec l'erreur type qu'on a calculée dans les vidéos précédentes.